j'ai la rude tâche d'essayer de vous résumer en très peu de temps à la fois ce qui se passe dans l'évolution de l'attractivité et de mettre finalement le territoire ou le territoire Béarn Bigorre face à ces évolutions. En fait, l'idée, ce que m'ont demandé les deux chambres de commerce, c'est de réfléchir aux problématiques de ce territoire, mais sous l'angle de l'attractivité. Vous verrez, l'attractivité, ce n'est pas le même problème que l'administratif. Et donc, quand on regarde sous cet angle-là, on voit les choses un petit peu différemment. Moi, j'ai la chance de diriger une chaire qui a été créée il n'y a pas très longtemps par 22 collectivités qui sont parmi les plus dynamiques de France en matière de marketing, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent énormément à ces sujets et qui se sont réunis. Il y a aussi autour de nous des partenaires, dont la Chambre de commerce d'ailleurs de Pau, qui est partenaire de cette chaire, avec lequel on travaille sur toutes ces réflexions. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en réflexion sur le problème de l'attractivité des territoires. Mais ça veut dire quoi, améliorer l'attractivité des territoires? Faire de l'appartenance à un territoire une source supplémentaire de création de valeur. Pour qui? Pour les territoires, donc pour les habitants, mais aussi pour les entreprises. En fait, le sujet sur lequel on parle, dont on parle, c'est de la création de valeur pour les entreprises. Et je vais commencer tout de suite par un exemple très précis. Pourquoi Michelin aujourd'hui fait des campagnes à l'international en utilisant le concept qui a été lancé par l'Auvergne qui s'appelle Auvergne Nouveau Monde? Parce que Michelin a des problèmes pour faire venir les cadres internationaux à Clermont-Ferrand. Pourquoi il utilise le concept qui a été lancé par le territoire et les institutions politiques qui s'appelle Auvergne Nouveau Monde? Parce qu'il dit aux Américains, venez dans le Nouveau Monde, je vais vous expliquer, ce n'est pas ce que vous croyez Clermont-Ferrand. Michelin n'a jamais fait de marketing avec l'Auvergne. Il ne voulait surtout pas relier les deux. Pourtant, aujourd'hui, il le fait. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un territoire peut faire pour améliorer son attractivité? Évidemment, faire venir des talents, évidemment, faire venir des touristes, et puis faire venir des entreprises. Et s'il veut réussir ça, il ne le fera que si les entreprises y trouvent une création de valeur. Le cas de Michelin est un exemple d'introduction. Concrètement, ce qu'on a fait pour essayer de résoudre ce problème, et ensuite je vais vous parler justement de Béarn Bigorre face à ça, c'est quoi? On a créé la plus grosse base de données mondiale sur le sujet. En clair, tous les jours, il y a des gens qui rentrent dans une base. Qu'est-ce que font la ville de Seattle? Qu'est-ce que fait San Francisco? Qu'est-ce que fait les uns et les autres? Qu'est-ce qui rentre à Shanghai, aux États-Unis, partout dans le monde? C'est en pleine puissance, cette base de données. La Chambre de commerce accède à toutes ces données. Donc ça, première source. Et si on allait voir ce que font les meilleurs du monde et qu'on s'inspire de ça pour le territoire Béarn Bigorre? Il y a des tout petits territoires très performants. Et donc, cette base, ça peut nous servir. Le deuxième élément, nous, évidemment, on fait de la formation, on fait de l'enseignement, on a des masters, etc. Troisième chose, si certains d'entre vous s'intéressent à ces sujets et veulent s'inspirer de ces éléments, on crée un colloque international tous les ans. Alors, c'est en anglais, mais c'est en traduction simultanée, donc il n'y a pas de souci. Où là, il y a des gens qui viennent du monde entier. Il y a beaucoup d'Américains cette année qui viennent expliquer ce qu'ils ont fait dans leur ville, ce qu'ils ont fait dans leur territoire. Et je vous assure, il y a des choses qui intéresseraient beaucoup la Béarn et la Bigorre dans des exemples qui vont être présentés. Il n'y a pas que des gros. Et puis enfin, pour faire tout ça, on fait des publications, on publie énormément d'articles, on a beaucoup de reprises, voilà. Ça, c'est le boulot qu'on fait. Alors, attaquons tout de suite le sujet. On parle de quoi? La définition que je vous ai mise, qui est là, c'est la capacité de ces territoires ou de ce territoire, au fond, ensemble ou séparément, de promouvoir ces entreprises. Vous allez me dire, mais l'attractivité, ce n'est pas promouvoir. L'attractivité, c'est faire venir. Lorsque vous avez une image qui s'améliore dans un territoire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les produits qui sont en lien avec ce territoire se vendent mieux. Il se passe que les entreprises ont plus de facilité pour faire venir les cadres. Il se passe que la production va être valorisée. Donc, faire de l'attractivité, c'est d'abord aider les entreprises à mieux vendre. C'est extrêmement concret comme sujet. Ce n'est pas que attirer des gens. Bien sûr, c'est aussi faire rayonner un territoire. Et puis, c'est aussi attirer des personnes, puis attirer des capitaux. Et là, toutes sortes de personnes. Quand on fait du marketing, qu'est-ce qu'on fait? On part de clients, tout le monde sait ça. On part aussi de ce qu'est un territoire, parce qu'un territoire, ce n'est pas un yaourt. Je ne peux pas changer les façades des immeubles. Je ne peux pas changer le conditionnement. Je ne peux pas changer la mentalité des gens facilement. Il me faudrait quelques siècles.
Donc, ce n'est pas vraiment un marketing de la demande, c'est un mélange entre ce que je suis, mon identité, et puis ce que veulent les clients. Et je vais voir s'ils correspondent mieux. C'est un marketing particulier. Et là, je vais faire toute une série de démarches, d'organisation, de réflexion, de plans d'action, de veille pour faire du marketing. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Quel est l'enjeu de ça? Quand on parle d'attractivité de marketing, tout le monde dit l'enjeu pour Béarn Bigorre, c'est l'emploi. Si on fait venir des entreprises, tout de suite, c'est l'emploi, bien sûr. Mais ce n'est pas que l'emploi. C'est des retombées financières sonnantes et trébuchantes. Et ce n'est pas que de l'emploi, c'est de l'enrichissement, au sens le plus large du mot. C'est également beaucoup plus de ça. Si on augmente le nombre de touristes, qu'est-ce qui va se passer? Et si on l'étale de façon durable, à savoir un tourisme de qualité bien étalé, bien réparti, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les équipements pour les habitants vont s'améliorer. C'est les habitants les premiers bénéficiaires des routes, des équipements de loisirs. On est donc sur un problème d'amélioration de la qualité de vie, directement. Les retombées culturelles, l'ouverture au monde, des Espagnols qui dînent à 11h du soir et non pas à 7h ou 8h, des Allemands qui dînent à 7h, tout ça c'est quoi? C'est de l'ouverture au monde. C'est un territoire qui s'ouvre et qui apprend et qui acquiert des savoir-faire, des langues. C'est aussi ça l'attractivité. Mais c'est beaucoup mieux que ça, si je puis dire encore. C'est évidemment améliorer des images. Mais améliorer l'image, ça veut dire quoi? La première conséquence lorsqu'un territoire devient attractif, je vais vous surprendre, c'est les jeunes qui restent. C'est le nombre d'entreprises créées par les jeunes sur place qui augmente. C'est la moyenne nationale des créations d'entreprises à Montpellier, surtout au moment de la surdouée, qui a été supérieure à toute la moyenne française. Je ne parle pas des gens qui sont venus créer de l'extérieur des entreprises, je parle des habitants qui créent des entreprises. Améliorer l'attractivité, c'est créer un mouvement. C'est fédérer les gens, c'est les rendre fiers, et derrière, c'est les rendre plus dynamiques. C'est ça l'attractivité, c'est tout cet enjeu. Il est énorme. Et c'est la raison pour laquelle tant d'élus l'ont mis aujourd'hui au cœur de leurs préoccupations. C'est pas rien que l'emploi, ça serait déjà une justification. Mais c'est pour ça que l'enjeu est absolument considérable pour ces territoires, et en particulier Béarn, évidemment Bigorre, là-dessus. Donc ces dynamiques en question qui sont très importantes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Il se passe que les collectivités les plus performantes, elles ne font pas comme on faisait avant. Elles ont changé leur façon de travailler. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon là et de faire une espèce de simulation. On est Béarn Bigorre, on va raisonner ensemble et séparément, et on dit, et si on s'inspirait de ces gens pour, au fond, construire cette attractivité? Je n'ai pas de solution à donner, par contre de méthodologie sur la façon de le développer et de l'appréhender, on peut s'inspirer d'eux. Alors qu'est-ce qu'on ferait? Première chose qu'on ferait, quel est le territoire pertinent? Oh, quel beau sujet! C'est Béarn, c'est Pau, c'est Tarbes, c'est Lourdes. Oula, c'est connu Lourdes. Pyrénées, c'est quoi le territoire pertinent? Je ne parle pas d'administratif. Only Lyon, c'est une marque qui a été lancée par Lyon. Qui l'a lancée? Le Grand Lyon. Vous connaissez Grand Lyon? Tout le monde s'en fout du Grand Lyon. Le Grand Lyon, c'est le nom de la communauté urbaine. Je peux créer le pays de ceci, je peux créer tel territoire. Ça, c'est une marque administrative. Si je parle attractivité, je vais parler de marque. Et je vais parler de nom de territoire. Je peux m'appeler Marseille-Aix-Provence, mais créer la marque Marseille-Provence. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je peux dire, demain, je crée Béarn Bigorre Excellence. C'est le nom de la marque. Oula, j'ai rajouté le mot excellence. Tout d'un coup, ça change. C'est pourtant exactement ce que font les territoires dans le monde, vous allez le voir. La question de la marque, la question du territoire pertinent sous l'angle de l'attractivité, ce n'est pas un élément administratif. Par contre, comment on fait ça? Comment on fait ces gens pour construire ces territoires? C'est effectivement, généralement, une réflexion, prenons le Grand Lyon, autour de l'identité et de la notoriété. Qu'est-ce que fait le Grand Lyon? Il lance la marque Only Lyon. Et il lance les ambassadeurs Only Lyon. Et il lance toute une stratégie marketing, d'aménagement, de développement autour de cette marque Only Lyon. Qui demande à rentrer dans la marque? Les gens qui habitent dans le Grand Lyon. Prenons Béarn d'un côté et Bigorre de l'autre, tous les deux ensemble. On lance une marque. Qui va demander à rentrer dedans? Vous allez me dire, mais c'est les habitants. Pas forcément. Qui est rentré dans la marque Only Lyon? Il y a 4000 personnes qui ne font pas partie de l'agglo. 4000 sont devenus ambassadeurs de Lyon
Et ils ne font pas partie de la communauté urbaine de Lyon. Ils ne font même pas partie de la métropole. C'est des gens qui ont fait leurs études à Lyon, qui ont adoré ça et qui sont chiliens et qui ont dit « je veux devenir ambassadeur de Lyon ». Ça veut dire qu'il y a au Chili un type qui se promène avec un logo « ambassadeur Only Lyon », c'est du marketing. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Chilien qui était amoureux parce qu'il a fait ses études à Lyon? Eh bien, il aide Lyon à faire venir des congrès. Il fait des relations avec les entreprises parce qu'il bosse dans la santé au Chili avec les entreprises de Lyon, de chimie. Il fait du développement. Faire du marketing et choisir un territoire. Only Lyon n'a pas choisi la taille de son territoire Only Lyon. Il a choisi de créer autour de l'agglo un grand projet. Et aujourd'hui, les gens qui sont Only Lyon, ils sont bien plus larges. Ils correspondent comme par hasard à la future métropole de Lyon. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble sous une marque qui a complètement explosé l'administratif. Ça ne correspond absolument pas aux frontières. La Bretagne, tout le monde va dire « oh ben la Bretagne, attendez, la Bretagne c'est très clair, là c'est la Bretagne ». Est-ce que vous savez que la stratégie d'attractivité de la Bretagne qui a été lancée, j'ai eu la chance de le faire avec eux, en 2009, est-ce que vous savez que toute la Loire-Atlantique fait partie de la stratégie? On a parlé de discussion, la réforme territoriale, mais est-ce que Loire-Atlantique va rentrer dans la Bretagne? Les gens du marketing, ça fait déjà 5 ans qu'ils l'ont fait. Si vous allez sur le site du tourisme de Bretagne, vous mettez Nantes, il y a tous les hôtels de Nantes. Il y a longtemps que l'affaire est réglée sur un plan attractivité. C'est juste pour vous montrer que le débat politique administratif est à séparer. Si demain vous décidez de construire une stratégie d'attractivité, administratif ou pas, vous construirez un territoire qui sera cohérent si évidemment vous le faites là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire des territoires cohérents? On parle de l'identité. Et on travaille. Y a-t-il une identité béarn? Quelle est-il? Je ne parle pas dans le passé, je parle aujourd'hui. Je ne parle pas de la notoriété du Béarn. Je parle, est-ce qu'il existe une notoriété? Est-ce qu'il y a une identité? Quelle identité? C'est quoi l'identité Béarn aujourd'hui? C'est quoi dans le Bigorre? Qu'est-ce qui existe en Bigorre? Je ne parle toujours pas de la notoriété du mot Bigorre, je parle juste de l'identité. Est-ce qu'il y a des points communs? Si on étudie l'identité Béarn, Pau, Béarn, je vais faire rajouter le mot Pau. On a parlé tout à l'heure de notion d'équilibre, Davesis parlait de l'équilibre dans ses chiffres. Mais moi, je pense que si on fait une étude identitaire, le mot équilibre, on va l'étendre à plein de choses à Pau, pas simplement les chiffres. C'est la notion d'équilibre. Pau, c'est une sorte de capitale douce. Et on peut le démontrer dans le rapport à la nature et l'urbain, on peut le démontrer dans la répartition du territoire, on peut le démontrer dans l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. En fait, si on travaille sur l'identité, qu'est-ce qu'on va sortir de l'identité? On va sortir plein d'informations pour positionner le territoire pour Béarn, plein d'informations sur la stratégie, plein d'informations sur les sites. Tiens, je découvre que Pau Béarn a une relation particulière avec l'Argentine. Qu'est-ce que je fais de ça? C'est historique, cette histoire. Qu'est-ce que j'en fais en marketing? Je peux en faire beaucoup de choses. Donc la question de l'identité, elle est fondamentale. Et si on veut d'autre part travailler sur du durable, plus on utilisera de l'identité, plus on sera performant. Je m'explique. Plus vous avez de concurrence. Tous les chefs d'entreprise ici savent que plus il y a de concurrence, qu'est-ce qu'ils font? Plus ils se démarquent, plus ils seront puissants. Plus il y a de concurrence, plus il faut se démarquer. L'identité Béarn, l'identité Pau Béarn, plus je vais piocher dedans et le mettre dans la marque, plus je serai unique au monde. Parce que personne n'a cette identité à part moi. Pourquoi les gens les plus performants dans le monde travaillent sur l'identité, des États-Unis à l'Europe? Même les Américains, pourtant Dieu sait que ce n'est pas leur tasse de thé. Pourquoi ils se sont mis à travailler dans l'identité? Parce qu'ils savent que s'ils piochent dans l'identité du territoire et qu'il arrive évidemment à laisser ce qu'il arrange, il va laisser de côté ce qu'il n'a pas envie de mettre en avant et il va extraire ce qui correspond aux attentes de clients. Et il va du coup devenir unique au monde. C'est la raison pour laquelle tout travail autour de Béarn Bigorre devrait intégrer une partie d'études sur l'identité. Encore une fois, je parle d'identité actuelle, je ne parle pas de faire un truc dans le passé. Je parle de tirer. Parfois, le passé est intéressant, mais par rapport à la notion actuelle. Voilà. L'identité, c'est un créateur de liens pour les habitants. C'est des créations de valeur pures et dures, et il y en a dans ce territoire. Et puis, c'est du sens. Travailler sur l'identité, c'est mettre du sens. Et aujourd'hui, mettre du sens, c'est la grande préoccupation des gens qui travaillent sur l'attractivité et le marketing, mais c'est aussi la préoccupation de beaucoup de chefs d'entreprise. Tout à l'heure, on a vu plein d'éléments de cartes. Évidemment, le premier boulot qu'il faut faire, c'est que tout le monde travaille sur les cartes. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Prenons cet exemple de tableau qui est là. C'est quoi ce truc-là? C'est un cabinet qui a mis un baromètre
sur les noms les plus tapés sur Internet. Il y a le mot Pau et il y a le mot Béarn. Et il a relié ces noms. Il y en a 1086 destinations. Il a fait cette étude d'abord dans le tourisme, puis il l'a étendue. Il a chiffré toutes les régions françaises, tous les départements, toutes les métropoles, toutes les grandes villes, 1080 destinations. Et il a regardé quels sont les mots les plus tapés avec les 31 mots les plus tapés du tourisme. Tarbes, hôtel, Tarbes, camping, Tarbes, etc. Et ils ont classé les 1080. Pau est 106e sur leur baromètre. Il date de 2-3 ans. 106e, c'est pas mal. Sur 1000 et quelques, sur 1080 territoires, c'est pas nul du tout. Tarbes est à 317. Sur le sujet touriste, Tarbes est un peu moins puissant sur Internet. Mais derrière Internet, c'est de la notoriété et des mots-clés. Si on veut savoir exactement sur quoi Tarbes est puissant, on peut le faire. Aujourd'hui, les études numériques, elles sont capitales. Pourquoi ? Parce que les gens, pour venir, ils passeront par le numérique, qu'ils soient investisseurs ou qu'ils soient touristes. Donc, il faut enrichir toutes ces études d'études qui sont liées à l'attractivité, partir de l'étude d'Avesis et l'étendre avec toute une série d'études qui coûtent en plus pas cher, parce que ça ne coûte pas cher du tout de faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose qu'il faut faire, il faut travailler sur ce qu'on appelle les portes d'entrée. Moi, j'ai été sur Internet et j'ai joué à l'investisseur, et j'ai joué au tourisme, et j'ai dit, je cherche, alors je veux investir, je veux créer ma boîte, et j'ai regardé tout ce qui sortait. Ce qui sort, c'est les portes d'entrée des territoires. Qu'est-ce qui existe ? On a parlé de cheval dans le portrait tout à l'heure, pour Pau, Béarn. On n'a pas parlé de vin, mais on aurait pu en parler. On a parlé d'un certain nombre de sujets. Il y a des entreprises, et des grosses, très connues, qui sortent tout de suite. Et effectivement, vous avez toute une série de gens qui constituent des espèces de portes d'entrée. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que quand on fait du marketing et comment on travaille ces territoires les plus performants dans le monde, ils travaillent sur la mise en lien de toutes ces portes d'entrée. Et ils travaillent sur activer ces portes d'entrée. Je m'explique. Une compétition, c'est important. Il y a 100 000 visiteurs, 50 000. Si j'arrive à la relier à d'autres choses, je crée un effet de levier. Rien que ce qui existe à Pau-Béarn, je suis sur Béarn pour l'instant, rien que ce qui existe, si vous le mettez en effet de levier, en synergie, vous allez créer un effet, mais gigantesque. Je dis bien gigantesque. Et cet effet, on peut le mettre à des effets très importants. C'est exactement ce que font les territoires les plus performants dans le monde. Cette façon d'aborder l'attractivité, c'est une façon où, évidemment, que le patron de telle ou telle structure est là autour de la table pour venir comme ambassadeur. Évidemment qu'on va les activer par des tas de moyens. En tout cas, ce qui frappe là-dedans, c'est effectivement la puissance de certains d'entre eux et le fait qu'ils ont des niveaux qu'il va falloir utiliser, exploiter, mettre en synergie dans l'intérêt de ces acteurs, mais surtout dans l'intérêt du territoire. Ce n'est pas seulement pour ces acteurs là-dessus. Si je prends Bigorre, c'est pareil. J'ai regardé sur Internet, j'ai joué à l'investisseur, j'ai joué à l'aimant, et j'ai regardé ce qui sortait. Alors on a des tas de mélanges de produits, on a des éléments. Certains d'ailleurs concernent également, si je regarde, le Madiran, il n'est pas que Bigorre, hein, il est aussi concerne Béarn, je crois. Mais il y a des éléments des territoires communs. Et quand on voit les points communs, au-delà de l'étude remarquable qui était présentée tout à l'heure de Davzif, on s'aperçoit qu'il y a énormément dans le domaine identitaire et produit des choses communes, bien au-delà de l'aérospatial. Et donc cette étude, elle permet de dire voilà les réalités des territoires pertinents et voilà les liens des territoires ensemble. Je vais vous montrer une carte qui est un regard de gens de marketing et d'attractivité et non pas un regard administratif. Je n'ai pas d'étude de notoriété, mais j'ai regardé ce qu'a fait le CRT Aquitaine comme étude, j'ai regardé ce qui a été fait par différents organismes et j'ai regardé sur Internet les puissances de certaines marques. Sous l'angle de l'attractivité, j'insiste. Quelle est la marque, une des plus puissantes ? C'est Bordeaux. Ça ne va pas vous surprendre. Toulouse. Pyrénées est pas mal comme marque. On est là sur 3 éléments intéressants. Ensuite, il y a quoi ? Eh bien, vous allez être très surpris. Pau est très puissant. Pau est très puissant et il y a le même décalage entre l'image de Pau et la réalité. C'est-à-dire que quand on dit aux gens Pau,
Ça me rappelle l'étude, j'ai travaillé comme conseil pour la ville d'Angers. La ville d'Angers, c'est 170 000 habitants. On pourrait faire le parallèle avec Pau. Je crois que l'ensemble urbain, c'est 200 000, c'est ça? Donc, même taille. On a demandé dans l'enquête à tout le monde, quelle est la taille de la ville d'Angers? Réponse, 80 000, 70 000, 65 000. Je pense que si on posait la question de Pau, on aurait à peu près les mêmes. Réponse. En réalité, il y a un décalage absolument gigantesque entre la réalité de ce qu'est Pau, dans toutes ses dimensions économiques, y compris dans la puissance du mot Pau, qui est relativement puissant. Évidemment, ce n'est pas Bordeaux, évidemment, ce n'est pas une grande métropole équivalente des Lyon, mais c'est assez puissant. Si je parle marketing, pour moi, ça, c'est parlant. Ça veut dire que si je parle demain de marque, je vais m'arrêter sur l'intérêt du mot Pau, au-delà du territoire Béarn. Je suis très précis dans mes propos, qui, lui, est beaucoup moins connu et beaucoup plus faible. Pareil, si je regarde du côté Bigorre, Lourdes est très, très puissant. Très puissant. Vous ne l'avez pas vu tout à l'heure. Allez sur TripAdvisor et regardez les destinations les plus puissantes de France. Vous savez combien est Lourdes? 6e. 6e. 6e destination. Là, on se bat avec les gros. Et c'est pourtant, c'est Lourdes. Donc, ce que je veux dire, c'est que on voit bien que dans ce territoire, il y a quand même, sous l'angle de l'attractivité, des choses hyper intéressantes qui existent. À nous de savoir. Alors, évidemment, le territoire est très, très compliqué. Il est très compliqué parce que, voilà, il y a effectivement une réalité Pau-Béarn, on va l'appeler comme ça si on parle marketing. Il y a une réalité Lourdes, Tarbes, Bigorre. Pardon de la façon de la présenter, mais je parle en termes de marketing. Et puis, il y a une grande réalité Pyrénées. Et de l'autre côté, d'ailleurs, on a Navarre et Aragon, pour être précis, pour compléter le tableau. Et puis, sur le côté, on a un Pays Basque, on a le... Comment on construit un territoire? Je n'ai pas la solution de ça là. Mais je sais, qu'autour de Pau-Béarn, le fait que Pau-Béarn construise un élément fort Pau-Béarn, c'est un peu comme quand j'étais conseiller de l'Alsace il n'y a pas si longtemps, on a construit la marque Alsace et qu'on a bossé avec Strasbourg pour que Strasbourg soit le plus puissant possible. Le fait que Pau-Béarn soit puissant, comme vous le disiez, Monsieur le Président, en conclusion de votre intervention, plus Pau-Béarn sera puissant, plus c'est dans l'intérêt des territoires. La question se pose ensuite de savoir si, d'un côté, en reliant ces territoires, est-ce que je peux construire autour des villes, pas Tarbes, c'est Tarbes, Tarbes il a une identité Tarbes, est-ce que j'ai intérêt à construire un pôle Pau-Béarn et un autre pôle et de construire autour une sorte de métropole multipolaire, pour reprendre les termes que vous aviez utilisés, et d'inventer une métropole de demain douce, une sorte de métropole douce, et de lui trouver un mot. Si je parle marketing, qu'est-ce que je fais? Je me dis d'un côté j'ai Pau-Béarn, j'ai intérêt à avoir un élément, de l'autre j'ai un autre élément, j'ai intérêt à l'avoir. Pyrénées a des projets, je crois, de construction de la marque Pyrénées. Formidable. La question maintenant, parce qu'il faut qu'il y ait cette marque Pyrénées qui aujourd'hui n'existe pas. Je parle en marketing, ou du moins pas suffisamment. Et donc, si par contre, mon job, ça va être de dire, si je construis, une fois que j'ai la réponse à ces territoires pyrénéens, comment je relie ça? Je peux dire, j'ai construit une communauté de projets entre Bigorre et Béarn. Ça, c'est une réponse. Très bien, je mets communauté de projets. Sauf qu'en marketing, ça ne m'intéresse pas. Si je dis j'invente la métropole du 21e siècle, c'est une métropole douce, multipolaire. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Parce que je peux revendiquer d'être Pau quand je parle à des gens, et dès que je suis en réunion internationale, je suis ma métropole douce, multipolaire. Et là, je pèse 600 000 habitants. Et donc, j'ai à réfléchir en marketing comment je crée ces liens entre ce territoire et ensuite le lien avec telle ou telle marque, qui est le sud-ouest d'un côté, pourquoi pas la Gascogne, je fais exprès de rentrer dans l'identitaire puisqu'on est sur le sujet, qui est très connu de nos amis anglo-saxons ou d'autres. Et donc on voit bien que là, il y a une réflexion intéressante là-dessus. Comment font les gens les plus performants dans le monde? Ils abordent l'attractivité sans tenir compte au début du sectoriel. Je vais vous surprendre. Qu'est-ce qu'on fait la plupart des villes dans le monde? Les plus performants, ils disent l'attractivité, c'est un tout. Un grand événement sportif, un grand événement culturel, du tourisme, faire venir des entreprises, c'est le même sujet. Qu'est-ce qui est commun à tout ça? La marque, une stratégie commune unique. Si vous voulez faire les Jeux Olympiques dans un territoire, vous y prenez 15 ans avant. Si on ne l'écrit pas 15 ans avant qu'on les veut dans 15 ans, on ne les aura jamais. Donc la question, c'est écrivons une stratégie d'attractivité
Et abordons ce sujet en tenant compte de l'ensemble des secteurs, en raisonnant stratégiquement, en intégrant tous les secteurs. Pendant les Jeux Olympiques de Londres, vous ne le savez peut-être pas, énorme opération, qu'est-ce qu'a fait le maire de Londres? Il a fait la plus grosse opération d'attractivité mondiale qui ait jamais été faite. 10 000 investisseurs ont été reçus à la mairie. Il s'est servi des Jeux Olympiques pour attirer des investisseurs sur de l'économique pure. Le sport, les Jeux Olympiques, c'est du sport, mais en fait, tout le monde s'en fout en termes d'attractivité. L'important, c'est que ça permet d'attirer et de monter autour toute une série d'opérations. En réalité, le secteur n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment cette cathédrale qui est les Jeux Olympiques a pu tirer tout le reste. Et c'est exactement ça qu'il faut faire, donc il faut raisonner global. Ensuite, il faut mettre au point une méthodologie dans laquelle on a dit étude des portes d'entrée, étude identitaire, étude des habitants. Qu'est-ce que pensent les habitants dans le sentiment d'appartenance? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'appartenance d'être Sud-Ouest, Gascogne, Pau, Béarn? Qu'est-ce qu'ils répondent? Moi, je ne lancerai pas une démarche sans avoir posé la question aux habitants avant de construire quoi que ce soit. Et il y a les habitants, et puis il y a les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils ont une idée généralement assez arrêtée de cette vision territoriale et dans toutes les enquêtes. Là encore, on peut faire tout ça online, ça représente des budgets beaucoup plus limités. Et puis il y a évidemment ce qu'on fait dans le monde, les gens les plus performants. On va donc construire une stratégie d'attractivité. Laquelle? Eh bien, on peut imaginer que Pau-Béarn construise une stratégie, qu'en parallèle, Tarbes-Bigorre construise une stratégie, et qu'on construise en même temps une stratégie par-dessus, celle qui est commune. C'est exactement le genre de démarche qu'ont pu faire certains territoires. D'un côté, je construis mes stratégies, et de l'autre, je crée des liens. Et j'irai encore plus loin. Quel est le lien qu'on aura avec Bordeaux? Je pense que la question mérite d'être posée. Si je vais à l'international dans le monde entier, je vais y aller quoi? Moi, Béarn-Bigorre, moi, Béarn, ça n'a pas de sens. Donc, comment j'utilise la porte d'entrée Bordeaux, la porte d'entrée Aquitaine et les moyens qu'ils vont mettre en relation avec Bordeaux ou en action propre pour me servir de ça et pas vampiriser, je n'ai pas cette prétention, mais utiliser cette puissance au bénéfice de cette grande aire de 600 000 habitants. C'est exactement ce que font ces territoires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont un office du tourisme qui a fait un marketing touristique, un schéma de développement touristique comme nous faisons nous? Jamais de la vie. Aucun des territoires, dans la plupart des territoires performants dans le monde, ont un schéma de développement touristique. Je vais vous surprendre. Ils n'ont pas de plan marketing touristique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent un projet de territoire. Je crois que Hautes-Pyrénées a son projet de territoire. Ensuite, ils écrivent une stratégie d'attractivité. C'est le premier volet du projet de territoire de Hautes-Pyrénées. Première ligne, marketing territorial, je crois. Et ensuite, ils font une stratégie globale. Tout fusionné. Le tourisme, il est là. C'est un des secteurs. À côté, il y a l'économie créative. À côté, il y a d'autres choses. C'est un seul plan marketing. Mais vous allez me dire, mais on ne s'adresse pas au Théo comme on s'adresse à un investisseur américain. Bien entendu qu'on ne s'adresse pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans les déclinaisons, on fait une déclinaison tourisme avec des messages tourisme. Mais le positionnement en haut, c'est le même. C'est juste adapté à des déclinaisons sectorielles. La stratégie, elle est unique. On dit, on va créer notre Jeux Olympiques, là. Pardonnez-moi pour l'exemple Jeux Olympiques. On a des événements importants en Béarn-Bigorre. On va se servir de ça pour tirer tout le reste. Ça, c'est de la stratégie. Et donc, c'est exactement ce qu'il faut faire avec cet élément commun. Si je continue mon petit exercice de simulation, comment j'organise, quelle gouvernance je mets? Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces territoires-là? Ben lui, il a tout fusionné. Il a supprimé l'Office du tourisme, supprimé l'Agence de développement économique, il a tout fusionné, il a créé un organisme qui s'appelle Amsterdam Marketing. OK, parenthèse, qui est actionnaire de ça? C'est une SARL. Qui est actionnaire? 1000 entreprises. Berlin Partner, pareil, entreprise. Vous pouvez garder une association par-dessus et créer une filiale. C'est le cas de Hambourg. Il a créé une SARL, elle est actionnaire du tourisme à 51%. Donc il a gardé l'Office du tourisme. Peu importe la gouvernance, il y a un point clé, c'est que tout doit être en synergie. Le tourisme ne peut pas avoir une politique seule, alors que c'est connecté à toute l'attractivité. Ce qui change, pour nous, c'est une révolution en France. On n'est pas du tout habitué parce qu'on a des structures comme ça, segmentées. Il y a les gens du sport, les gens de la culture, les gens du tourisme, les gens de l'économique. Ces gens-là, il y a longtemps qu'ils ne font pas comme ça.
Encore une fois, j'insiste, ça n'empêche pas l'hypersegmentation sectorielle autour des filières d'excellence. C'est deux sujets différents. Un, j'ai une stratégie unique, une marque unique, une gouvernance unique, et après, je décline. Et là, je fais du marketing opérationnel, pour prendre un terme technique, qui est là, évidemment, très ciblé sur des filières. Comment je construis? Qu'est-ce qu'il me faut? Quel est le problème que j'ai face à Pau Béarn? Pourquoi Pau Béarn a un décalage entre son image et sa réalité? Parce qu'il n'existe pas un événement, un équipement, un point qui serve de cathédrale. On n'a pas le Bilbao, le Guggenheim, on n'a pas le Vendée Globe. Tiens, je m'arrête sur Vendée. Combien c'est d'habitants, la Vendée? Vous le connaissez? 640 000 habitants. 40 000 près, c'est la même taille. Quelle est la taille de la capitale de la Vendée? Vous connaissez le chiffre? 85 000 habitants. Ça ressemble à quelque chose, ça. Que des petites villes. Comment a fait la Vendée? Ils ont le Vendée Globe d'un côté, ils ont de l'autre l'énorme événement le Puy du Fou. Quel est l'un des territoires qui a le moins de chômage en France et le plus de dynamique? La Vendée. C'est une grande réussite en matière d'attractivité, avec une taille exactement équivalente, avec que des petites villes, il n'y a pas de métropole. Le modèle, bien sûr, ils ont la chance d'avoir Vendée unique, ça nous simplifie le boulot. Mais ça veut dire que là, il y a quelque chose d'intéressant. Comment ils ont fait, ces gens-là? Est-ce que le Vendée a lieu tous les ans? Parce que ça coûte cher. Non, il a lieu tous les 4 ans. Qui finance le Vendée Globe? Une partie Conseil général et des entreprises. Qui a monté la société actionnaire du Vendée Globe? Des entreprises avec le Conseil général. On est dans des montages. La Vendée l'a fait avec 600 000 habitants et une capitale qui fait 85 000 habitants. Je ne vois pas pourquoi, ici, on ne peut pas faire à Pau Béarn d'une part et dans les deux territoires d'autre part exactement la même démarche. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a un événement? Là, je vous ai mis le voyage à Nantes et là, je vous ai mis Lyon, la fête de la lumière. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a dans les événements qui existent en Béarn-Bigorre un événement qu'on serait capable de monter pour devenir cette cathédrale, ce fanion, cet événement qui va... Bon, non seulement il doit être porteur de la notoriété, créer de la notoriété, mais il doit être plus que ça. Il doit changer l'image, il doit l'enrichir. Donc, ce n'est pas n'importe quel équipement. Ce n'est pas n'importe quel événement. Du coup, la question, on en a un et on dit, on met dessus et on le booste pour le monter, ou on en crée un et on se dit, on investit tout dessus parce que c'est notre cathédrale, ce truc-là. Et on va tirer tout avec. Et là, on peut avoir une chance de faire bouger l'image. On touche à des grands équipements, on touche à des stratégies événementielles, évidemment. Autre chose, qu'est-ce que fait Lyon? Prenons le cheval Pau Béarn comme comparaison. Il a créé à l'origine la fête de la lumière. Puis il crée un cluster lumière. Puis il crée une école autour de la lumière. Puis il crée une association internationale qu'il préside et qu'il dirige de toutes les villes de lumière du monde. Puis il crée un salon Lumiville, ça y est, sur la lumière. Et là, il vient de signer un des plus gros contrats d'ingénierie qu'une ville ait signé. C'est la ville qui va rencaisser les millions de dollars. Avec Dubaï, je crois. C'est ça? Dubaï. Il a été lancé, ça y est. Dubaï Festival. Qui a drivé Dubaï? Qui a financé? C'est un contrat entre la ville de Lyon et la ville de Dubaï. Et là, il y a des millions d'euros qui remontent dans la ville. Qui a drivé ça? Les gens de Lyon. Les gens des Lumières, les gens du cluster, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont fait la même chose que fait Barcelone avec le Mobile World Capital. Ils ont fait la même chose que font toutes les villes performantes dans le monde. Quand ils ont un événement qui amène 50 000 personnes, la question qui se pose, c'est j'ai du cheval, j'ai 2 événements cheval, Béarn. J'ai le cluster cheval. Est-ce que je peux monter une école cheval? Est-ce que je peux monter une association? Est-ce que je peux monter? Et comment ensuite cet écosystème, je vais le relier au monde pour que tout ça s'auto-alimente? Évidemment, ça s'auto-alimente. Les gens du cluster, ils bossent sur la lumière, ils l'améliorent chaque année, ils vendent ça en prestation à Dubaï. Là, ils sont en train de négocier avec des villes en Asie pour le faire dans différentes villes. Tout ça, c'est la ville. Donc, on est sur une réflexion d'écosystème. Comment, à partir de ce qui existe aujourd'hui, et si ça n'existe pas, est-ce qu'on le crée? Quel écosystème on pourrait créer autour de ce qui existe? Et je pense que le cheval est un bon exemple, mais il y en a d'autres. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Là, je vais enfoncer les portes ouvertes. Ils travaillent que sur l'excellence. Ils enlèvent tout le reste. Je vais être très tranchant dans mes propos. On ne peut pas affirmer qu'on va faire de la promotion internationale, qu'on va vendre les hôtels de Pau, pardon, je vais prendre l'exemple de Pau, si dans les hôtels, il y en a qui ne sont pas bons. Car si on fait ça, on va avoir un retour de bâton terrible. Or, comment on fait aujourd'hui? On se dit qu'il faut promouvoir tout le monde. Qu'est-ce que font les villes les plus performantes? Il n'y en a aucune qui fait ça.
Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils trouvent un moyen de sélectionner l'excellence et de mettre en avant que l'excellence, comme les clusters. C'est la même démarche dans le tourisme, c'est la même démarche. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque la Bavière met 40 millions d'euros sur la table, eux, les petits, ils n'existeront pas si l'offre qu'ils mettent en face n'est pas une offre d'excellence mondiale. Donc il faut prendre le territoire, et comme ça a été fait avec les clusters dans l'industrie, avec les pôles de compétitivité, il faut faire la même chose dans la culture, dans le tourisme, et monter un système de qualification autour. Alors on peut dire des clusters, on peut dire des pôles d'excellence. Aujourd'hui, les clusters sont en train d'énormément évoluer dans le monde sous différentes formes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Il y en a qui n'ont pas du tout mis de cluster. Ils ont dit, j'ai pas les moyens. Le Valais, il a 250 000 habitants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une marque d'excellence. Valais Excellence. C'est un label. Et les entreprises se battent aujourd'hui pour l'avoir, ce label. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui est qualifiée Valais Excellence, elle peut écrire sur sa bouteille d'eau minérale, elle peut écrire sur son hôtel, elle peut écrire sur son hôpital, puisque ça va sur les hôpitaux, sur les trains surtout. Elle peut écrire « Nous sommes fiers ». Donc c'est un privé qui parle, ou un public, entreprise privée. Je suis fier d'avoir obtenu la reconnaissance Valais Excellence. Pour vous c'est qui? Il s'adresse à ses clients, c'est un chef d'entreprise. Pour vous, c'est une garantie que le produit que vous achetez est de top qualité, qu'on est engagé au top de l'environnement et qu'on est une entreprise citoyenne au bénéfice de nos salariés et de nos clients. Voilà ce qu'écrit un chef d'entreprise. Qui a lancé Valais Excellence? Pourquoi les chefs d'entreprise se battent pour l'avoir? Parce que pour eux, dire qu'ils sont une entreprise citoyenne à leurs clients, une entreprise d'excellence, bien sûr que ça intéresse tous les chefs d'entreprise. Qui a lancé ça? Le Valais. Le Valais, c'est un canton de 250 000 habitants. Donc on ne peut pas me dire combien ça coûte ça? 0 €. C'est financé par les entreprises à l'heure actuelle. Ça a été financé au départ, il y a eu de l'investissement de départ. Tout l'investissement cumulé a été de 300 000 € sur 4 ans. Et ensuite, ça a été pris en main par les entreprises une fois que l'affaire était tournée. On est dans du marketing aussi, et c'est une façon aussi de qualifier l'excellence dans le territoire, parce qu'évidemment, pour l'obtenir, ce label. Demain, les territoires aux États-Unis sont en train de faire la même chose, mais là, c'est différent de ce qu'on a l'habitude en France. Eux, les territoires, les labels qu'ils créent, qui les note? C'est les clients. C'est des labels de notation comme TripAdvisor, comme Booking pour ceux du tourisme. Mais les entreprises aujourd'hui, allez aux États-Unis, allez sur ce site, vous allez voir, toutes les entreprises sont notées. Et ce qui démarre aux États-Unis également partout, c'est les communautés, les villes, les élus qui sont notés sur tous les critères. Hein. Un élu, le tourisme, la propreté, etc. C'est exactement les mêmes classements. Ça veut dire que les clients demain noteront Pau Béarn, noteront le Bigorre et noteront. Et donc, c'est une autre façon d'arriver à l'excellence par le biais des clients, car de toute façon, on sera obligé d'y aller. Donc, c'est une autre façon aussi de le monter. Voilà. Et enfin, pour terminer, par quelques remarques. Je suis frappé de voir que le culturel ou les économies créatives, sont clés dans la réussite de ces gens très en pointe. Lorsque j'entends Davis, et j'ai lu le rapport, dire que le cadre de vie est exceptionnel, et je fais allusion à la conclusion que vous avez rappelée, je me dis, ce territoire, il a Total qui s'installe et qui annonce 604, je crois, ou quelque chose comme ça. On sait que le cadre de vie est un élément clé. On sait donc que la venue de talents, de recherche, c'est l'économie créative. L'économie créative, c'est aussi bien dans la culture que les start-up, que la recherche. On sait que ce cadre de vie-là, et je pourrais l'étendre Bigorre, Béarn, il est clé dans la réussite. Ça veut dire qu'on a intérêt à avoir un focus sur ce sujet, parce que là, il y a une vraie distinction compétitive possible du territoire. Donc il faut le regarder de très près. Je vous rappelle que c'est les gens les plus performants dans le monde qui font ça. Donc on a tout intérêt à regarder ça, parce que le cadre de vie, il est exceptionnel. Et donc, on a probablement une carte à jouer intéressante. Enfin, vous avez, pardon, je dis on. Je suis devenu totalement béarnais tout d'un coup. Et là... autre chose, l'économie collaborative. Qui doit construire ça? Ceux qui doivent le construire, c'est directement les habitants eux-mêmes, les chefs d'entreprise et les clients. On est dans du collaboratif. L'avenir demain, c'est le collaboratif, on le sait. C'est donc capital de monter ça dans un esprit de quelque chose, je dirais du co-marketing. C'est du collaboratif. Enfin, dernière réflexion, je voudrais insister sur le fait, j'ai pris 2 exemples remarquables dont on parle beaucoup dans le monde, qui ont été faits d'ailleurs par des chambres de commerce pour la première. C'est quoi ça? La première, c'est dans des provinces du nord des Pays-Bas qui n'ont aucune identité commune. Donc c'est exactement comme si Bigorre, Béarn, l'Aragon décidaient de se mettre ensemble et faisaient quoi? Mettez au point un outil ultra performant, allez voir ce qu'ont fait ces gens-là, pour gagner tous les dossiers d'appel d'offres européens. Et siphonner
le maximum d'aide au développement. Les résultats dépassent les objectifs. Cet outil-là, qui aide aussi bien, je fais une parenthèse, les entreprises que les territoires, les entreprises, c'est un outil qui a été monté. Quand on parle de communauté de projet, il y a des choses qui sont d'un intérêt stratégique pour l'attractivité énorme, parce que là, faire venir des budgets. Quand je vois, moi ça me rend fou, quand je vois les Européens par rapport à nous Français, je compare des territoires, je me dis mais comment il a 30 millions alors que la ville elle fait telle taille, comment il a 30 millions d'euros et que en étudiant le territoire, je découvre qu'en fait la collectivité a mis 10 millions d'euros et qu'ils ont 20 millions d'aides diverses mais qui viennent de l'Europe, je me dis, nous, à côté, on n'est vraiment pas très performants. Et ce n'est pas le seul point qui est intéressant à travers ces exemples. Il y a Hamilton, etc., les bases de données remarquables. On a des choses qui peuvent être faites en commun qui sont remarquables en termes d'efficacité. Si on crée des écosystèmes de communication, c'est ce qu'il faut faire, on va en créer énormément. Et enfin, on va créer des marques. Et les marques, ce n'est pas forcément le nom de territoire. Vous pouvez être un pays de Béarn, vous pouvez être un pays de Bigorre, et vous pouvez avoir une marque qui n'est pas le même nom. Regardez les noms de tous ces territoires qui sont tous des territoires considérés en termes de marque comme ayant une stratégie remarquable. Regardez, il n'y en a aucun qui porte une nom de territoire seul. Ils ont tous ajouté quelque chose. Créer une marque, c'est I Amsterdam, B Berlin, voilà, Val Thorens United, etc. Tout ça, ce sont des démarches qui permettent de créer de la valeur ajoutée. Et on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut créer des signes communs. En voilà un qui a été créé. C'est un signe tout raccourci. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas un logo. C'est le raccourci de la marque. Un signe emblématique. Pourquoi ils ont créé ça? Ils ont créé ça pour dire à tous les chefs d'entreprise, à tous les gens en Alsace, vous avez tout ça, prenez celui qui vous intéresse. Vous voulez être ambassadeur, vous voulez être en excellence, vous voulez être ci, vous voulez être ça. Le logo ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont créé ces signes, ils ont créé ces territoires partagés, ils ont monté 1200 entreprises. Ça a été lancé il y a 18 mois. Il y a 1200 entreprises qui portent la marque Alsace, à l'heure où je parle. Là-dessus. Et là-dessus, vous avez des Lalique, vous avez des gens connus dans le monde entier qui aujourd'hui font la pub du territoire. Vous imaginez la puissance de la marque. 1200, 18 mois pour le monter. On est en France, là. Donc c'est parfaitement faisable demain matin. C'est juste un problème de mécanique. Ça va encore plus loin que ça. Vous avez des gens comme le Crédit Mutuel qui a pris la marque Auvergne Nouveau Monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a créé une carte, il a mis 1 million d'euros sur la table, il a communiqué sur tous les habitants de l'Auvergne et il leur a dit « Si vous prenez ma carte, je reverse 4 centimes pour le développement et l'attractivité de l'Auvergne. » Ça, c'est un privé qui s'inscrit comme partenaire avec une opération assez maligne, qui d'ailleurs marche très bien. Mais Auvergne, comme je vous l'ai dit, Michelin, il utilise la marque Auvergne Nouveau Monde. Et Lyon, il est en train de signer des partenariats énormes avec un certain nombre de territoires, comme l'a fait Berlin. Regardez, ça c'est la dernière page de la pub Berlin, à droite, qui passe aux États-Unis. Regardez les logos, c'est que des marques privées qui financent. Alors vous allez me dire, mais les entreprises, elles ne veulent pas payer. Elles ne veulent pas payer si elles n'ont pas de création de valeur. Si ce n'est pas directement. Que les équipements ou les infrastructures soient au niveau du public, c'est une chose. Que le marketing, à partir du moment où il résout un problème que j'ai, moi, chef d'entreprise, et crée de la valeur, il n'y a eu aucun problème. La question, c'est comment créer de la valeur pour les chefs d'entreprise. Et donc, la question qu'on se pose, et je conclurai là-dessus, c'est qu'il y a 8 raisons pour lesquelles une entreprise peut rentrer là-dessus. Elle peut rentrer par simple fierté. Elle peut rentrer parce qu'elle veut prouver son engagement en faveur du territoire. Là, elle va devenir ambassadeur, par exemple. Elle peut rentrer parce qu'elle veut attirer des talents, comme on a vu Michelin. Elle peut rentrer parce qu'elle veut fidéliser. Alstom est en Alsace. Il est rentré dans la marque. Évidemment qu'il ne l'utilise pas dans sa communication. Il l'utilise où? C'est le DRH qui l'utilise sur les livrets d'accueil. Et il explique que les marques de la marque Alsace, c'est les 3 valeurs correspondantes avec la marque Alstom. En fait, on voit bien que les motivations des chefs d'entreprise, je vais aller vite parce qu'on n'a pas le temps et que je suis en train de dépasser, on voit bien que les motivations peuvent être très différentes. J'insiste, à partir du moment où la marque est personnalisable par un chef d'entreprise et qui peut en tirer un bénéfice, alors tout le monde va se lever pour y aller. C'est juste un problème de conception qui est évidemment un peu à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire. Et évidemment, les Américains, eux, ils vont créer des plateformes où tous les citoyens viennent. Quand vous avez un projet d'amélioration de Béarn-Bigorre, les citoyens vont venir, ils vont expliquer qu'ils veulent créer ce projet. Qui va financer? C'est du crowdfunding, vous savez, du financement participatif. 200 projets financés, j'en ai parlé à propos de Rallye Saint-Louis dès la première année, il n'y a pas eu de financement public.
C'est juste, amenez vos idées, vous avez un talent, racontez-le là. Et vous aimez, votez pour ces idées. Okay, c'est monté par le public. C'est monté par les villes, les collectivités. Vous avez des idées, votez pour les meilleures idées des autres et financez-les à coût d'1 euro, 2 euros. Je crois qu'en France, maintenant, on a le droit à 1 million d'euros récemment. Et évidemment, on va travailler autour des communautés, on va utiliser ces ambassadeurs pour informer les clients, on va s'en servir pour conseiller les visiteurs, on va s'en servir pour les informer, vous verrez tout ça dans le document. Et puis finalement, on va se servir de tous ces ambassadeurs. Lyon, il en a 15 000. Vous imaginez 15 000 ambassadeurs en Béarn-Bigorre? Je veux dire 10 000, même 10 000. Ce que ça représente comme puissance de feu, parce qu'ils s'en servent pour raconter Béarn et Bigorre, ils s'en servent comme support média. Vous savez que tous les mails des 15 000 en question, quand ils envoient un mail dans le monde, en bas, il y a écrit ambassadeur Only Lyon. 15 000 multiplié par le nombre de mails par jour. Vous imaginez la puissance. Ensuite, ils vont servir dans l'action commerciale, faire venir des congrès, les animer. Et enfin, ils vont servir comme accueil et d'information pour conseiller les gens du territoire. Ces ambassadeurs autour des marques, elles sont capitales. Voilà. Je conclus avec un slide, cette fois c'est la fin. Le Valais, 250 000 habitants, je vous rappelle. Le Valais. Il a créé un produit dérivé autour de sa marque Valais. Produit dérivé, c'est un t-shirt comme on fait, allez, I love, je ne sais pas quoi, comme diraient tous les territoires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait un appel d'offres, il a les plus grosses réserves d'eau. Donc, il fait un appel d'offres. Sa marque, c'est les Alpes Sources. Logiquement, il lance une eau minérale à la marque Alpes. Elle est vendue où? Dans les hôtels. Qu'est-ce qui est écrit au dos de la bouteille? Vous avez aimé cette bouteille, vous avez découvert le Valais, racontez-le sur Valais Community. Il lance un produit dérivé, il fait un appel d'offres, c'est une entreprise privée qui prend l'appel d'offres, qui gagne, qui produit une eau minérale. Il nourrit toute l'information du tourisme par les gens qui racontent ce qu'ils ont aimé. Il y a 14 centimes de royalty par bouteille, ça fait du gros budget, ça. Hein. Il a levé des fonds. Au lieu de faire un produit avec juste de la pub, maintenant il a du pognon qui remonte. Et enfin, il a exigé évidemment des privés qui répondaient à l'appel d'offres, qu'ils soient tous labellisés Excellence. Résultat, il a fait quoi? Il a créé avec un seul produit dérivé, un seul t-shirt, une seule bouteille. Il en a 30 comme ça. Il a créé un effet de levier qui lui coûte 0 €, qui finance de l'argent et qui nourrit sa marque. Pas mal. 250 000 €, 250 000 personnes dans le Valais. On n'est pas sur un problème budgétaire, on est juste sur un problème d'écosystème à nouveau. C'est comment créer du lien. Ça veut dire que la conclusion, c'est la suivante. Et là, j'ai vraiment terminé. La conclusion, c'est que la puissance de Béarn-Bigorre, la puissance de Pau-Béarn, la puissance de Bigorre, la puissance de Pyrénées, elle viendra, un, de l'innovation et de l'excellence d'un côté, et deux, de la création de liens. Si vous créez des effets de levier, c'est par le lien, vous le ferez tant avec les habitants qu'avec les clients, mais aussi avec Bordeaux et avec d'autres territoires. Je vous remercie de votre attention.